La fiche TD numéro 4 est consacrée donc au graphe, les structures de données utilisées pour stocker les graphes ainsi que les algorithmes relatifs au graphe. Donc l'exercice 1, on vous donne un graphe qui est orienté et évalué, donc nous avons des poids et des arcs, et on suppose que les poids sont strictement positifs, donc ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir un poids égal à 0. Et donc la première et la deuxième question va s'intéresser sur la représentation des graphes, soit sous forme de matrice, soit sous forme de liste. Et puis à chaque fois, on va vous demander donc de résumer ou bien de rappeler l'algorithme qui permet de trouver la liste des successeurs d'un sommet et la liste des prédécesseurs d'un sommet. Et puis on va même ajouter une étude de complexité. Voilà, puis analyser la complexité, c'est dans la question. Commençons par la première question. Donc voici notre graphe. Une petite étude, nous avons donc analyse de ce graphe, nous avons n égale à 7 sommets et m est égal à 12 arcs. Alors rappelez-vous, ce sont ces deux variables-là qu'on utilise dans l'analyse de complexité. Donc ça nous donne une complexité, une densité, pardon, D est égale à m sur n au carré, c'est-à-dire le nombre d'arcs du graphe sur n au carré qui représente le nombre maximal d'arcs qu'on peut mettre dans ce graphe. Et ça nous donne donc 12 sur 49, soit une densité de 24%. Donc ça veut dire que 76% des arcs ne sont pas là. Donc ça montre bien que ce graphe n'est pas dense, même s'il vous paraît peut-être un peu chargé. Voici donc la matrice qu'on obtient. Chaque case représente un arc. Donc là où on met 0 parce qu'on sait que les poids sont strictement positifs. Donc on va profiter de la case pour non pas mettre juste une valeur 1 qui indique que l'arc existe ou pas, mais on va mettre même le poids. Donc là vous avez l'arc 1, 2, que voici, et on met directement le poids. Donc là où vous avez en rouge, ça ce sont les poids des arcs. Et vous remarquez, si vous comptez le nombre de valeurs différentes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire les 12 arcs que nous avons dans notre graphe. Pour remplir la matrice, vous pouvez la remplir par ligne ou par colonne. Si vous la remplissez par ligne, dans ce cas-là, concentrez-vous sur les successeurs. Donc là, par exemple, les successeurs de 1, c'est le 2, le 6 et le 7. Donc ça veut dire qu'on va mettre ici une valeur pour le 2, l'arc 1, 2, l'arc 1, 6 et l'arc 1, 7. Donc nous avons 5, 3 et 3. Pareil pour les autres lignes. Vous remarquez par exemple pour le sommet 5, la ligne est vide. Ceci est une preuve que c'est un sommet qui n'a pas de successeur. On appelle ça un sommet puits. Et nous avons aussi un autre sommet dont la colonne est vide. Ça veut dire qu'il n'a pas de prédécesseur. Donc on appelle ça un sommet source. Donc on peut remplir la matrice soit par prédécesseur, soit en voyant les lignes par successeur. Voilà, donc on voit bien donc le nombre énorme de zéros, de cases qui sont occupées pour rien. Donc ça c'est un petit peu les 76% d'arcs qui n'existent pas. On leur réserve un espace alors qu'il n'existe même pas. Et la partie donc en rouge, ça représente les 24% des arcs qui existent. Maintenant pour les algorithmes qui permettent de rechercher les successeurs et les prédécesseurs, si on suppose qu'on vous donne un certain x, donc un sommet par exemple, x est égal à 3, vous allez tout simplement parcourir la ligne à la recherche d'une valeur qui est différente de 0. Donc là, x il est fixé ici, et c'est le i qui va se déplacer de 1 jusqu'à n, et on le met donc dans la partie colonne, i, 1, 2, et à chaque fois on va tester 3, 1, 3, 2, dès qu'on trouve différents zéros. Donc ça veut dire que ça c'est la valeur de l'arc, et donc son successeur c'est l'indice. C'est pour cette raison ici on affiche l'indice, ici donc qui est donc les sommets, alors que ici ce sont les valeurs. Pour les prédécesseurs c'est pareil, il faut juste maintenant laisser la même boucle, sauf que cette fois-ci le i on va le mettre de ce côté-là, le i va être au niveau des lignes, donc on le met ici. Donc on vous donne par exemple x est égal à 7, et vous allez découvrir qu'il a deux prédécesseurs, le 1 et le 2, i est égal à 1 et i est égal à 2, vous aurez ici une valeur différente. Donc pour la complexité ici c'est clair, ρ de n pour les deux. On a besoin de ρ de n pour trouver la liste des successeurs d'un sommet, et ρ de n pour trouver la liste des prédécesseurs d'un sommet, même si celui-là n'en possède pas. On est obligé de parcourir pour le vérifier. Passons à la deuxième représentation maintenant, la représentation en liste
d'adjacence. Et là, il y a deux variantes, la variante contiguë qui utilise des tableaux et la variante plus simple chaînée qui utilise les listes chaînées. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre dans un tableau la liste des successeurs de chaque sommet. Donc là, je vous conseille, si vous voulez réussir cette représentation, de dresser dans quelque part la liste des successeurs de chaque sommet. Le 1, c'est 2, 6, 7, etc., etc. Le 6, il a un seul successeur, c'est le 5. Donc on se concentre uniquement sur les successeurs. Le 7, il a 4 successeurs qui sont le 3, le 4, le 5 et le 6. Ces deux-là, ce sont des prédécesseurs. Donc là, en fait, en représentant uniquement les successeurs, vous êtes en train de représenter tous les arcs. D'ailleurs, si vous comptez ici combien il y a de successeurs au total, vous allez trouver 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qui représente donc le nombre d'arcs. Donc ensuite, on prend donc ces listes de successeurs et on va les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, j'ai essayé de changer la couleur pour juste mettre en évidence que là, on est en train de stocker plusieurs successeurs. Donc là, plusieurs listes de successeurs. 2, 6, 7, ensuite 3, 7, ensuite le 4, ensuite le 5 ici. Lorsque c'est vide, on saute. Donc là, il y a 5 deux fois. Je passe d'une liste à une liste. Et enfin, 3, 4, 5, 6. Maintenant, pour mettre le lien avec les sommets, donc on crée un autre tableau où chaque indice, le tableau de tête, où chaque indice est un sommet. Et là, je vais mettre où se trouve le premier successeur de ce sommet-là. Donc le sommet 1, les successeurs, c'est 2, 6, 7. Les voilà. Donc il commence à partir de l'indice 1. Ensuite, le sommet 2, ses successeurs, les voilà, 3, 7. Il commence à partir de l'indice 4. Ensuite, le sommet 3, les successeurs, c'est uniquement 4. Le voilà. Et il commence à partir de l'indice 6. Ensuite, le sommet 4, il a un seul successeur, c'est le 5. Donc le voilà. Et il commence à partir de l'indice 7. Ensuite, le 5 n'a pas de successeur, celui-là on le saute pour le moment. Ensuite, on passe au 6, il a un seul successeur, c'est le 5. Le voilà. Ça, en fait, c'est le successeur de 6. Et ça, c'est le successeur de 4. Donc là, le successeur de 6, c'est celui-là. Donc on indique qu'il se trouve à la case 8. Voilà, on met ici le 8. Pour le moment, vous oubliez cette valeur ici. C'est comme si, pour le moment, on a mis nul, elle n'existe pas. Ensuite, on passe au sommet 7. 3, 4, 5, 6. Voilà les successeurs. Et ils commencent à partir de l'adresse, la case, l'indice 9. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une case supplémentaire. Donc si vous avez 7 sommets, vous aurez ici donc une 8e case, qu'on appelle donc l'indice n plus 1, et vous allez stocker dans cette case-là m plus 1. Donc, vous prenez le nombre d'arcs et vous ajoutez. Donc toujours vous le faites, vous allez voir pourquoi. Ensuite, dans la case où, en principe, nous avons un sommet qui n'a pas de successeur, qu'est-ce qu'on fait? On copie l'indice du sommet qui le suit. Donc en fait, ce 8-là, c'est un vrai 8. Les successeurs de 6, c'est à la case 8, c'est-à-dire 5. Ça se voit ici. Par contre, ce 8-là qui a été copié à partir de celui-là, vous allez voir l'algorithme, lorsqu'on va l'exécuter, il va le considérer comme si c'était moins 1. C'est rien du tout. C'est pour cette raison, je n'ai même pas mis ici une flèche. Le 5 n'a pas de successeur. Donc pour tout sommet qui n'a pas de successeur, on copie la valeur de la case qui le suit. Et voilà. Pour le tableau maintenant W, c'est clair. On va tout simplement, n'oubliez pas que ici, par exemple, lorsque vous avez 2, vous êtes en train de représenter l'arc 1, 2. Ici, les sommets, ce sont des indices. Ça, c'est des pointeurs en quelque sorte, des indices. Ça, c'est des sommets. Dans le tableau successeur, c'est le contraire. Ça, c'est des indices. Et ça, c'est des sommets. Là, c'est le sommet 2. Ça, c'est le sommet 6. Et ici, voici le sommet. 4, ce n'est pas un sommet, c'est cet indice-là. C'est une adresse en quelque sorte. Donc, dans tête, les sommets sont ici. Et dans successeur, les sommets sont là. Donc, ce qui veut dire que ce 2-là veut dire c'est l'arc 1, 2. Donc, de manière directe, je stocke son poids 5. Cet arc-là, c'est 1, 6. Donc, son poids, c'est 3. Ça, c'est 1, 7. Son poids, c'est 3. Par exemple, ici, cet arc-là, c'est l'arc 7, 3. 7, 3. 7, 3, son poids, c'est... Voilà, c'est 1. Donc, on met 1. Donc en fait, on a une correspondance entre le successeur ou l'arc et son poids.
Voilà, maintenant pour trouver les successeurs, justement, nous avons cet algorithme-là qui va justement justifier pourquoi on a ajouté cette case-là et pourquoi on a copié la valeur du sommet qui le suit lorsque un sommet n'a pas de successeur. Donc là, en fait, si on veut afficher les successeurs, on va tout simplement faire une boucle qui va parcourir la liste des successeurs. Et ces indices-là, le 1 et le 3, en fait, je ne les ai pas, on va les lire à partir de là. Donc si x est égal à 1, je vais partir de tête de x, et ensuite je vais aller à son sommet voisin, puisque je sais que ses successeurs commencent à partir de 4. Donc je prends cette valeur et je lui enlève 1, et ça donne de 1 jusqu'à 3. Donc ça me permet de parcourir cette liste-là. Maintenant, on peut justifier pourquoi on a utilisé ça, parce que ce même algorithme-là va aller, je veux qu'il aille plutôt de 9 jusqu'à 12. Donc c'est pour cela qu'on met m plus 1 pour faire de 9 jusqu'à 13 moins 1. Et pour ce sommet-là, ce 8-là, en fait, si on applique cet algorithme-là, ça sera de 8 jusqu'à 8 moins 1. Donc de 8 jusqu'à 7, qu'est-ce qui va se passer? Notre compilateur va sortir et il ne va rien afficher. Par contre ici, non, il va aller de 8 jusqu'à 9 moins 1, 8. De 8 jusqu'à 8, il va afficher le 5. Ici, pareil, il n'y a pas de problème, on va aller de 7 jusqu'à 8 moins 1, et là vous comprenez pourquoi on prend cette valeur-là. 7 jusqu'à 8 moins 1, donc c'est 7, et on va afficher le sommet 5. Donc là, on affiche successeur de K, parce que ce qui nous intéresse, c'est le contenu du tableau. C'est qui le successeur? Pour les prédécesseurs, c'est un peu plus compliqué. Là, il faudra tout simplement faire un parcours total. C'est-à-dire, on va faire un indice qui va parcourir de 1 jusqu'à 8, ici. Et ensuite, on va à chaque fois parcourir la liste des successeurs, à la recherche de ce x. Par exemple, ici, si vous voyez bien, le 7 apparaît une fois, deux fois. Le fait qu'il apparaît deux fois, ça veut dire qu'il a deux prédécesseurs, on peut le voir ici. Il a deux prédécesseurs, c'est le 1 et le 2. Donc à chaque fois qu'on le trouve, on va essayer de voir quelle est la valeur de i, ici. N'oubliez pas que là, vous êtes en train de parcourir les successeurs de i. Tête de i plus 1. Juste à la place de x, on va remplacer i. Donc en parcourant les successeurs de i, si on trouve que parmi ces successeurs, il y a le x, ça veut dire que le i lui-même, l'indice ou bien le compteur qui est en train de se déplacer ici, c'est lui-même le successeur. Donc là, 7, le successeur c'est 1, et ici je suis dans la liste du sommet 2, donc le successeur c'est 2. Voilà donc ce programme. Pour la complexité, pour le premier, on voit bien que ça dépend du nombre de successeurs. Si pour le sommet 1, nous avons 3 successeurs, donc on va faire 3 tours. Pour le sommet 7, il possède 4 successeurs, donc on va faire 4 tours. C'est pour cela que la complexité dépend du nombre de successeurs qui est représenté par D+. Rappelez-vous le demi-degré extérieur, le nombre de successeurs d'un sommet. Pour ce programme-là, nous avons une boucle imbriquée, et là on fait n tours, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement parcourir à chaque fois le nombre de successeurs de chaque sommet. Et vous savez bien que le nombre total de successeurs, ce n'est autre que m. Si vous faites ici, rappelez-vous la somme, vous trouvez 12. Pareil ici, si vous faites votre i, il est là, et à chaque fois vous parcourez, en fait là on obtient une suite, il n'y a pas de problème, c'est une boucle imbriquée. Sauf qu'on est en train de parcourir les successeurs. Donc dans le premier tour, ce sont les successeurs de i est égal à 1, les successeurs de 2, les successeurs de 3, etc. jusqu'à arriver aux successeurs de tous les sommets. Si on fait le total, on trouve m. Donc ça veut dire que si on veut afficher les prédécesseurs d'un sommet, la complexité est un petit peu pénalisante, c'est carrément ρ de m. Il faut parcourir tous les arcs en quelque sorte, juste pour trouver les prédécesseurs d'un sommet. Voilà, enfin, la dernière représentation, c'est la même chose, liste d'adjacence, mais cette fois-ci chaînée. Donc voici ce qu'on obtient, juste une partie. Chaque successeur est représenté par un bloc. Et ici, puisque le graphe est évalué, donc nous avons deux cases. Une case pour contenir le sommet et une case pour contenir le poids. Donc ça, c'est l'arc 1, 2. Son poids, c'est 5. L'arc 1, 6. Son poids est 3. Et l'arc 1, 7. Son poids, c'est 3. Et ainsi de suite. Si vous avez un sommet qui n'a pas de successeur comme le 5, on met nul. Pour les algorithmes, là aussi, on vous conseille de dresser cette liste pour que ça soit très simple. Donc imaginez ici, vous avez des listes chaînées, là de 3 éléments, ici une liste chaînée de 2 éléments, un élément, et là vous avez carrément une liste chaînée de 4 blocs. Pour les successeurs, il suffit juste de faire un parcours horizontal. Donc on vous donne x, vous prenez l'adresse qui est là, vous la mettez dans une variable p, votre p il est là, et vous allez qu'à parcourir cette liste chaînée
Donc tant que P différent de nul, P égale à P suivre. Et à chaque fois que le P se trouve dans un des blocs, vous allez afficher cette case, parce qu'il m'intéresse, c'est son successeur. Donc on affiche P successeur. Pour les prédécesseurs, c'est un peu pareil que la liste contiguë. Si je veux savoir ce set-là ou bien ce sommet-là, quels sont ses prédécesseurs, je suis obligé de le chercher dans toute la structure. Lorsque je le trouve, ça veut dire voici son successeur. C'est pour cette raison on va faire un parcours vertical en quelque sorte ici, pour i allant de 1 à n. Et ensuite, là, on va répéter ce code source-là. On va juste remplacer x par i, qui veut dire un parcours horizontal. Et à chaque fois, on teste. Si je trouve le set, le x, dans ce cas-là, je vais écrire le i, l'indice qui est en train de parcourir ici. Donc, on fixe le i est égal à 1. Ça, c'est la première itération. Ensuite, on lance un parcours horizontal. Voilà. Dès que je trouve x, c'est-à-dire le sommet à partir duquel je veux connaître qui est son prédécesseur, j'affiche le i. Donc, c'est-à-dire cet indice-là. C'est un petit peu le même code source, sauf que cette fois-ci, c'est enchaîné. Voilà, ensuite, i passe à 2, à 3, etc. dans le but tout simplement de chercher le bloc où se trouve le x. Pour la complexité, c'est exactement pareil que les listes contiguës. Ici, c'est ρ de d+. On fait 3 tours parce qu'il a 3 successeurs. Et ici, on est obligé de rechercher 7 dans toute la structure. Et si vous comptez le nombre total de blocs, c'est-à-dire le nombre total de successeurs, c'est toujours le nombre d'arcs.